Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me semble essentiel et universel, encore une fois. Comment être une personne soutenante pour nos proches en deuil ou pour des proches qui traversent une période difficile. On a tous, à un moment donné, été confrontés à la douleur d'un proche, que ce soit un ami, un membre de notre famille ou un collègue qui est en souffrance. On a souvent envie d'aider dans ces moments-là, mais on a aussi une forme d'hésitation et d'impuissance. Qu'est-ce qu'on doit dire ou pas dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire ? Et comment on peut dire et faire sans blesser la personne, sans l'envahir, en dire sans trop en dire ? Bref, est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Bon, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, mais dans cet épisode, j'ai envie d'explorer avec vous un peu des ressources, des bases sur comment soutenir réellement quelqu'un. On va parler d'écoute, on va parler de présence, on va parler peut-être parfois de certains mots à éviter, de gestes qui parfois valent plus que toutes les paroles, de silence qui valent plus que les mots, de présence qui valent plus que les gestes. L'objectif, il est simple, c'est vraiment vous donner des clés pour offrir un soutien sincère, respectueux et adapté pour accompagner vos proches dans ces moments de vulnérabilité. Et je trouve que ça faisait sens et que c'était assez symbolique de vous le sortir sur cette période de Noël. Alors, premièrement, il faut peut-être qu'on essaye de comprendre un peu c'est quoi le rôle d'une personne soutenante. C'est d'accepter une posture humble. Il ne s'agit pas de résoudre le problème ou de guérir la douleur de l'autre. Mais c'est être une présence stable, sereine, ancrée, sur laquelle la personne qui est en difficulté peut s'appuyer. On n'est pas là pour réparer, on n'est pas là pour faire à la place des autres, on est là pour accompagner l'autre dans sa douleur, dans ses réflexions, dans ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il s'agit aussi de ne pas projeter notre propre expérience. Ah, si j'étais toi, ah, moi je ferais comme ci, ah, moi je ferais comme ça. Ouais, mais est-ce qu'on s'est renseigné un peu sur ce que la personne, elle voulait, sur ce que la personne avait besoin, sur ce qu'elle traversait réellement ? Questionnez la personne. Et questionnez la personne si elle est OK à vous répondre. Et en fin d'épisode, je vous donnerai un peu une boussole qui pourrait vous aider justement à, à adopter l'attitude la plus juste selon les besoins de la personne. Du coup, il ne faut pas oublier que dans le cas d'un deuil, chaque douleur, chaque deuil est unique à chaque personne, à chaque situation, à chaque perte. Donc, ce que vit votre proche ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez déjà expérimenté ou à ce que vous connaissez. Et c'est normal. Et du coup, en fait, être un proche, une personne soutenante, c'est d'accepter cette singularité. C'est le premier pas pour offrir un soutien qui est le plus juste et le plus ajusté aux besoins de la personne. Et si vous vous en sentez pas capable, ça aussi c'est important. Vous avez le droit d'avoir vos propres limites, de vous dire que c'est pas OK pour vous d'accompagner ou d'être témoin de telle ou telle situation d'un proche qui peut-être a besoin de plus s'isoler, d'un proche qui a besoin de plus de temps que ce que vous metteriez ou de ce que vous pensez ou jugez bon. Et dans ce cas, vous avez le droit de le dire avec douceur, de le dire avec amour. Tu sais, c'est difficile pour moi de te soutenir dans ces moments-là. J'aimerais, mais j'ai du mal parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ton fonctionnement. Je le juge pas, je le juge pas, je l'accepte, mais j'ai du mal à le comprendre et du coup, j'ai du mal à savoir comment réagir. Est-ce que peut-être, comment je pourrais être le plus aidant ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Peut-être que sur ce point-là, je me sens pas apte à entendre et à écouter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et si vous êtes apte à écouter, c'est un peu le deuxième point. Écoutez.
Écouter vraiment, écouter activement, c'est tout un art. C'est vraiment l'une des façons les plus puissantes de pouvoir soutenir quelqu'un. Mais c'est pas écouter n'importe comment. Écouter activement, c'est être totalement présent, sans distraction, sans téléphone, sans télévision, sans radio, sans aller regarder à gauche, à droite ce qui s'y passe. Si c'est juste être là pour être là, honnêtement, ça se ressent. Vaut mieux dire à la personne, écoute là actuellement, encore une fois, soyez honnête. Plutôt que de ne pas dire les choses, de les cacher, d'en faire un tabou, dites-les. Écoute, là, en ce moment, j'ai aussi mes propres difficultés. Elles sont peut-être pas comparables aux tiennes, mais c'est vrai que je me sens moins disponible pour être à tes côtés, moins disponible pour être présent ou présente. Est-ce que du coup, je peux être présente d'une autre manière? Est-ce qu'il y a une personne auprès de qui tu peux trouver justement cette présence, cette écoute? Oui, non, mais au moins vous déposez les choses. Il s'agit aussi de laisser les silences exister. Ah, le silence, c'est difficile ça, hein. Parce que parfois, en fait, ce qui compte, c'est pas ce que vous dites. C'est juste d'être là en silence, peut-être de prendre la main. Et c'est une réelle expérience. Et on cherche très souvent à combler les silences. Et souvent, on ne cherche pas à combler les silences pour la personne en face de nous, ou la personne à nos côtés. On cherche à combler les silences pour nous-mêmes. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait de ce silence? Et qu'est-ce que l'autre personne se dit et à quoi elle pense et accepter juste. Et vous pouvez demander dans ces moments-là. Tiens, je vois qu'il y a un silence. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu veux que je reste là et qu'on reste peut-être un peu en silence ou qu'on se mette une musique? Juste qu'on soit là ensemble? C'est important, les silences. Ça permet d'infuser, ça permet d'intégrer, ça permet de revenir à soi, ça permet d'identifier ce qui se joue en soi, les émotions, les croyances, plein de choses. Ce qui est aussi important dans l'écoute active, c'est de valider les émotions qui sont exprimées par votre proche. Si la personne en face de vous, elle pleure, elle exprime de la colère, de la honte, de la culpabilité, lui dites pas des phrases du type «mais ne pleure pas, c'est pas si grave, ça va aller». Mais non, en fait, si elle est en face de vous et qu'elle est dans cet état, c'est que ça va pas. Et si vous lui dites «ça va aller», ça va pas l'aider. Essayez plutôt de valider, de légitimer. Je comprends que tu ressentes cela. Je ne suis pas toi, je peux peut-être pas totalement le ressentir de la même manière que toi, mais je vois et je ressens que ça t'impacte. Et questionner peut-être. Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Là, cette émotion, quand elle monte, cette tristesse, à quoi elle fait écho? Et du coup, de s'intéresser réellement à ce que veut dire cette émotion pour l'autre personne. Et ça peut être aidant, notamment si vous avez du mal à comprendre la façon de votre proche de cheminer dans cette difficulté. Ça peut vraiment être aidant de poser ce type de questions. Et vraiment, je crois que l'un des meilleurs tips que je peux vous donner, quand vous ne savez pas quoi dire, dites que vous ne savez pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour toi. Vous imaginez pas à quel point ça peut être réconfortant, plutôt que de meubler, de chercher à tricoter un truc. Je le disais avant, mais s'il y a vraiment quelque chose qui a éviter, c'est éviter de dire quoi faire ou quoi penser. Et pourtant, c'est un peu intuitif et instinctif. On projette notre propre expérience de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose. Tu vas t'en remettre, avec le temps, ça ira mieux. Ça peut nous sembler vachement encourageant, mais en fait, ça minimise la douleur. Et ça invalide, ça illégitime ce que la personne, elle ressent. Ou peut-être d'offrir même des solutions qui sont prématurées. Peut-être que, imaginons une personne qui a perdu, un enfant ou qui a perdu un conjoint et «Est-ce que tu veux que je te file un coup de main pour, vider les affaires?» Au moins ça te permettra aussi d'avancer. Je peux le faire avec toi, ça va t'aider, ça va te soutenir. Mais est-ce que vous vous êtes initialement renseigné sur le besoin? Est-ce que c'est le moment juste pour cette personne d'aller vider, d'aller s'occuper de ses affaires? À l'inverse, si vous partagez sa souffrance,
Dans ce cas, vous permettez à l'autre d'être d'abord entendu et pas de lui dire quoi faire. Mieux vaut chercher à comprendre ce que la personne a envie et besoin de faire plutôt que de lui dire quoi faire. Pareil, la comparaison à notre propre vécu. Je sais, je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai vécu. Nanana, nanana. Pareil, ça peut être hyper bienveillant. Et parfois, chez certains endeuillés, ça peut être accueilli. Mais souvent, en fait, c'est que chaque expérience est unique. Et votre manière de l'avoir vécu, votre manière de l'avoir ressenti, vous est propre. Ça peut être parfois vécu par les endeuillés comme une manière de détourner l'intention vers votre propre vécu et du coup d'offrir des solutions prématurées et de comparer la douleur. Votre rôle, il est vraiment d'écouter. Si vous voulez être une personne soutenante dans des moments difficiles, un mot d'ordre, écoutez. Et du coup, être une présence stable, cohérente. C'est aussi s'inscrire dans la durée. Ça, c'est hyper important. Parfois, on sait qu'un proche va pas bien suite à un deuil, suite à une difficulté. On va envoyer un petit message et puis, on a tous notre quotidien, hein, on va pas se mentir, le travail, la famille, les imprévus, les moments chouettes, les moments moins chouettes. Et puis, je me rends compte que ça fait 10 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 mois que j'ai pas envoyé un message, que j'ai pas pris des nouvelles. Les premiers jours d'un deuil ou d'une difficulté, on pense vraiment beaucoup à offrir notre aide. On est là, on est présent, on dit, mais plus le temps passe et plus les soutiens ils s'estompent. Et c'est souvent là, en fait, que les personnes en deuil ou que les personnes qui traversent des difficultés morales, mentales, cognitives, financières, amoureuses, ressentent la solitude. Et c'est là où cette solitude, elle devient pesante et où on se sent seul et où on a parfois d'autant plus tendance à s'isoler parce qu'on a du mal à aller demander de l'aide. On a du mal à aller chercher de l'aide. Et à l'inverse des premiers jours où il y a limite trop de monde et où là, c'est trop, on se sent envahi, et ben là, on est vraiment dans la solitude et dans l'isolement. Essayez d'être cette personne qui restera présente dans le temps. Un petit message, une fois par semaine, ou en quelques semaines au plus tard. Proposer un café, proposer une promenade. Et pour ça, vous allez pouvoir vous aider de la boussole dont je vous parlais juste après. Rien qu'un simple «je pense à toi». Vous savez que la personne est partie le 10 du mois. Je pense à toi, ça fait 1 mois. Tu sais que je suis là si tu en as besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu préférerais aller prendre un café pour te changer les idées? Ou tu préférerais que je passe et qu'on parle de toi, qu'on parle de ce que tu ressens, qu'on parle de cette personne qui est partie? Encore une fois, dans tout ce que je vous dis là, c'est important d'être au clair et d'être OK avec vous-même sur vos propres limites, ce qui est OK ou ce qui est pas OK pour vous de faire. Et puis parfois, c'est des petits gestes, des petites actions toutes simples. D'apporter un repas, de lui offrir une petite lettre, une fleur, un petit carnet, ou alors, je sais pas moi, un massage, un rendez-vous chez le coiffeur. Mais par contre, il s'agit pas de poser la date. Vous savez, on peut faire un peu comme on fait avec les enfants ou parfois dans nos couples. On fait des petits tickets bons pour un massage, bons pour un moment chez le coiffeur. Ça aussi, ça peut être des idées. De faire plein de petits tickets bons pour un bon repas, bons pour un week-end, bons pour un tour au ciné, bons pour une pièce de théâtre, bons pour un moment au bowling, bons pour un karaoké. Et en fait, ces gestes, même s'ils peuvent vous sembler anodins, eh ben, ils montrent que vous êtes là, dans l'écoute, dans ce qui est pas forcément toujours palpable, mais aussi dans le concret, pas uniquement dans les paroles. Et juste avant, là, je vous parlais de cette notion de limite. C'est important de penser aussi à soi. Parce que soutenir un proche, ça peut être émotionnellement prenant et éprouvant. Et il faut d'abord être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Donc, il ne s'agit pas de vous épuiser. Si c'est pour y aller et de vous dire ouais, enfin franchement, j'y vais pour lui faire plaisir, j'en ai marre, il ou elle me raconte toujours les mêmes choses, j'en peux plus.
Si vous sentez que la situation, en fait, elle devient trop lourde, ben, essayez peut-être d'orienter votre proche vers des professionnels, un thérapeute, des associations, un groupe de soutien. Mais ne restez pas seul face à cette situation. Ça peut être aussi de réorienter vers un autre proche. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est important. Donc, vous l'aurez compris, être une personne soutenante, c'est vraiment avant tout une présence. Une présence authentique. Et derrière le mot authentique, c'est le fait de dire. Pas de dire quoi faire, pas de dire quoi penser, mais de dire ce qui fait écho en vous, de dire vos propres limites, de dire ce qui est OK, ce qui est pas OK. Dans l'authenticité de ce que vous ressentez. Dites si vous vous sentez pas capable de soutenir de cette manière-là. Dites si être présent de telle ou telle manière, c'est trop difficile pour vous. Dites si vous avez des difficultés de votre côté. Dites les choses qui vous traversent avec amour. C'est aussi une présence qui est humble. On ne cherche pas à comparer à son propre vécu. On est là pour être aux côtés de cette personne et une présence constante dans le temps. Et c'est vraiment pas évident. Mais en écoutant, en validant les émotions, en offrant un soutien qui est simple, qui est sincère, vous pouvez faire vraiment une réelle différence dans la vie de vos proches. Alors avant de clôturer cet épisode, je voulais justement pouvoir vous offrir une notion un petit peu de boussole. Et qu'est-ce que c'est que cette boussole? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, en fait, c'est comme si vous pouviez imaginer 2 axes. Un axe où la personne, elle a soit d'un côté besoin de se divertir, de changer les idées, de voir autre chose, de penser à autre chose, de ne pas faire face à son deuil, de ne pas penser à ce deuil, de ne pas penser à cette perte, de ne pas penser à cette difficulté. Et de l'autre côté de cet axe, au contraire, plutôt que de ne pas avoir besoin d'y penser, elle a besoin d'y faire face. Elle a besoin de regarder cette souffrance, ses impacts, ses conséquences. Je dis souvent, le deuil, c'est aussi une courbe en U. Il faut plonger pour pouvoir le vivre. Et bien là, elle a besoin de plonger. Elle n'a pas besoin de sortir la tête de l'eau, de faire autre chose, de voir autre chose, de se divertir. Elle a besoin de plonger, d'être au-dedans, d'être dans cette notion un peu d'introspection. Et puis, sur un autre axe, il y a cette notion où soit la personne, elle a besoin d'être seule, avec elle-même, de prendre du temps avec elle-même, seule, soit elle a besoin de compagnie. Et en fonction de ça, on peut avoir un peu 4 cases. Soit la personne, elle a besoin d'être seule et de faire face à son deuil. Soit la personne, elle a besoin d'être seule et de se divertir. Soit la personne a besoin d'être accompagnée, d'être soutenue, d'être en lien, d'être en compagnie avec quelqu'un ou avec des gens, tout en faisant face à son deuil. Ou alors, elle a besoin d'être en compagnie et de se divertir. Et en fonction de ça, vous pouvez imaginer vous savez, un axe avec l'ordonnée et les abscisses, on peut aller placer différentes propositions, différentes suggestions, différentes invitations à faire. Et là, je vais vous parler notamment du cadre où la personne, elle a envie et besoin peut-être d'être accompagnée. Besoin d'être accompagnée et de se divertir, j'ai cité des exemples, c'est passer un moment pour changer les idées, aller se balader, partir en voyage, partir en week-end, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au restaurant, aller à un événement, aller faire un tour dans un magasin, aller faire du shopping. Il y a plein de choses qui sont faisables. Aller prendre un apéro, tout ça, c'est se divertir. Et puis de l'autre côté, la personne, elle a besoin d'être en compagnie, mais de faire face à son deuil. Elle a besoin peut-être de parler du défunt, d'aller dans un lieu qui était symbolique avec ce défunt, ou d'aller à un événement qui était symbolique, qu'ils avaient l'habitude de faire ensemble. Exemple, je sais pas moi, si à chaque anniversaire, par exemple, de cette dame ou de ce monsieur, ils allaient dans telle ville et ils mangeaient à tel restaurant, ça peut être à la fois une façon de se divertir, mais aussi de faire face à ce deuil. Ça peut être aussi, vous pouvez proposer dans ces situations-là où la personne a besoin d'être en lien, entourée, en compagnie et en même temps de faire face à son deuil, de proposer des groupes de soutien pour le deuil. Ça peut être aussi des rituels pour honorer le défunt, des rituels religieux, des rituels laïques, de participer à des associations, par exemple, qui sont en lien
avec la cause du décès, par exemple. Décédé d'un cancer, décédé d'un accident, décédé d'une maladie. Plein d'associations possibles. Et puis, si la personne qui m'écoute, là, derrière ses écouteurs, si c'est toi la personne endeuillée, j'ai quand même envie de te donner quelques pistes. Si tu as envie de rester seule et que tu as besoin de faire face à ce deuil, d'être dans une notion d'introspection, et vous aussi, en tant que proche, vous pouvez le suggérer si vous voyez que c'est le besoin. Non, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de temps pour ce deuil. Vous pouvez proposer à la personne de lire un livre, d'écouter ce podcast, de se former ou de s'informer sur le deuil, peut-être de méditer, d'aller faire une pratique en lien avec le corps, comme du yoga, par exemple, du yin yoga, de prendre un accompagnement thérapeutique, d'extérioriser à sa façon, par l'écriture, par le carnet de deuil aussi. Il y a un épisode qui arrivera à ce sujet-là en 2025. Par le journaling, la gratitude, ou d'utiliser son corps, sa voix, en allant faire du sport, en chantant, en dansant, d'utiliser aussi sa créativité par le dessin. Ça peut être en lien avec les carnets de deuil. De réaliser des mandalas, mais en pensant à la personne, en canalisant ses émotions. De réaliser des rituels, de se créer peut-être un espace ressource, un hôtel, de peut-être regarder les photos de cette personne. Et à l'inverse, si de l'autre côté, cette personne, elle a besoin de solitude, mais de sortir la tête de l'eau, de ne pas plonger dans ce deuil, mais de faire autre chose, ça peut être de prendre un bain, d'aller se faire masser, d'aller chez le coiffeur, de dormir, de se reposer, de faire de la poterie, de la peinture, du scrapbooking, du tricot, de regarder un film, de lire un livre, mais pas en lien avec le deuil, un roman, un essai, de faire peut-être du changement dans la maison, de décorer, de rénover, de nourrir ses passions, je sais pas moi, l'équitation par exemple, ou la course à pied. De réaliser un tableau de visualisation. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de voir dans le temps? Qu'est-ce qu'elle a envie de nourrir? De travailler aussi cette notion d'ancrage, d'aller au jardin, enfin, si elle en a un, d'aller se balader, d'aller en pleine nature. Vraiment plein de petites choses, des petites actions. C'est encore une fois l'occasion de vous répéter que c'est les petits pas qui comptent. C'est vraiment, vraiment les petits pas qui comptent. Alors j'espère que toutes ces propositions vous auront donné des petits pas, des clés, autant pour accompagner vos proches, parce que cet épisode était vraiment destiné à ça, mais aussi peut-être pour réfléchir à la façon dont vous-même vous avez été soutenu, ou vous auriez aimé l'être dans des moments difficiles. Peut-être même d'ouvrir la parole là-dessus. Tiens, demain, moi, si je suis en difficulté auprès de mon compagnon, ma compagne, auprès d'un ami ou d'une amie, voilà comment j'aimerais que tu réagisses. Et toi, tiens, comment t'aimerais que je te soutienne? Alors, si cet épisode, il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir, à partager aussi vos expériences, à réécouter ou à découvrir les autres épisodes du podcast qui abordent le deuil sous tous ses angles. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et rappelez-vous qu'en cette période de fin d'année, et c'est pas uniquement valable sur cette période, mais c'est quand même une période où on se retrouve, où on est ensemble et où parfois on se dit que, voilà exact, un exemple et une illustration de cette boussole. Les fêtes de fin d'année, c'est le fait d'être ensemble. Donc c'est cette notion de compagnie, mais aussi de divertissement. On se voit pas en Nouvel An ou en plein Noël se dire tiens, allez, on va aller parler de la personne qui est décédée, ou parler de la séparation, ou parler de telle maladie. Et du coup, parfois, c'est pour ça que les personnes ont du mal avec les fêtes de fin d'année. Alors, si vous voyez qu'elles n'ont pas envie de venir, acceptez-le. C'est aussi parfois accepter notre propre impuissance. D'ailleurs, il y a des contenus, je pense, qui arriveront, et j'en suis quasiment sûre, qui arriveront à ce sujet-là, sur comment soutenir, comment consoler, comment être présent, comment être présente de manière qualitative auprès des personnes endeuillées. Parce que ça peut peut-être vous étonner, mais c'est vraiment l'une des grandes difficultés des personnes en deuil. Alors, je le répète, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?